bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Bretagne. Notre invité formidable du jour est comédien, écrivain, passionné d'histoire. Merci Laurent Deutsch d'avoir accepté notre invitation. Après Métronome 1 et 2, vous publiez aux éditions Michel Lafon le Métro Braise, l'histoire de la Bretagne au rythme de ses villes et de ses villages. Alors on reviendra évidemment sur ce livre. Vous aviez carte blanche ce matin et vous avez décidé d'avoir à vos côtés Éric Bellion, le skipper. Vous nous expliquerez pourquoi dans quelques instants. Et enfin, coup de projecteur sur un projet qui va forcément vous intéresser, Métro Braise, avec Arnaud Lampire, président de l'association. Alors Laurent Deutsch, quand je vous dis Bretagne, à quoi vous pensez spontanément? Chateaubriand. Chateaubriand, pourquoi? C'est mon écrivain préféré. C'est vrai? Oui, et puis j'ai cru voir des images de Combourg. Et oui, c'est un écrivain que j'adore. Mémoire d'outre-tombe, c'est une somme, mais je vous invite à en lire que les 100 premières pages, où il y a une description du romantisme qui est extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas d'écrivain qui manie aussi bien la langue. Alors ça va faire frémir parce qu'on est en terre bretonne, mais je pense que le plus bel et le plus grand écrivain français de tous les temps est pour moi un breton, c'est Chateaubriand. Alors on est grandi à Sablé-sur-Sarthe. Oui. Quelle image aviez-vous de la Bretagne en étant enfant, parce qu'on est juste à côté? D'abord, une déception et presque un complot contre moi, puisque j'étais en centre de formation à Nantes à 15 ans. Et on m'a éjecté et j'étais persuadé que c'est parce que je venais des terres. Je venais des Pays de la Loire et les Nantais ne me reconnaissaient pas, ne voyaient pas en moi un de leurs petits. Ils voyaient quelqu'un de la terre et donc j'étais pas un breton. Et en fait, c'était juste à cause de mon physique. Mais je leur en ai longtemps voulu. Leur dire, c'est parce que je suis des Pays de la Loire et ils veulent que des Bretons à Nantes et ils m'ont dégagé. Donc ça a été cette idée-là. Et ça a toujours été aussi le mystère, la Bretagne, c'est que j'avais la perception, moi j'ai grandi à Sablé, donc on est vraiment sur les marches. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Sablé-sur-Sarthe, outre que c'est la ville de François Fillon, c'est là où a été signé le traité du Verger. Quand même, les préparatifs du mariage entre Charles VIII et Anne de Bretagne ont été faits chez moi à Sablé-sur-Sarthe. On est sur les marches, tout près des marches de Bretagne, et on regardait cette Bretagne comme une terre étrangère, et pourtant proche de nous, quoi. Ça nous parlait, il y avait quelque chose, quoi. On les touche presque du doigt, et en les côtoyant, on se rend compte qu'ils ne sont pas comme nous. C'était vraiment une terre à part, une terre souveraine, donc quand j'ai eu envie d'écrire autre chose que sur Paris, je me suis plongé dans la Bretagne parce que c'était une terra incognita passionnante. Et justement, vous parlez tout le temps d'histoire, vous venez de me faire tout le temps, tout court d'ailleurs. de références historiques. Cette passion de l'histoire, elle est arrivée comment? Quand j'étais petit, je regardais la dernière séance, l'émission d'Eddie Mitchell, où on nous proposait des grandes épopées romanesques. C'était vraiment à la sauce américaine et Hollywood. Mais on voyait Guillaume le Conquérant conquérir l'Angleterre, on voyait Ivanhoé, on voyait Arthur, la légende arthurienne, Robin des Bois, donc avec Richard Cœur de Lion qui revient de captivité pour récupérer son trône d'Angleterre. Donc c'était des histoires magnifiques, le temps d'un film. Et moi, le lendemain, je refaisais ça avec mes soldats. Ça me donnait des scénarios pour alimenter mon imaginaire. Et ma mère m'a dit, n'attends pas Eddie Mitchell et le mardi soir pour avoir du combustible pour alimenter tout ça. Plonge-toi dans les livres historiques et tu auras de quoi faire pour tes scénarios. Alors, le grand public vous a quand même connu d'abord grâce au cinéma, notamment avec Astérix ou encore Les Visiteurs, puis plus tard sur les planches, au théâtre. Quand on vous dit Laurent Deutsch, Arnaud Lampire, vous pensez à quoi? Je pense plutôt à Métronome. Directement? Oui, directement, parce que c'est peut-être la génération qui a suivi, mais j'ai commencé à accrocher à Laurent par cette curiosité qu'il avait de l'histoire et la manière non historienne de traiter la petite histoire et la grande histoire, en fait. Éric Bellion, vous, Laurent Deutsch, c'est plutôt l'image du cinéma ou... Moi, je suis né en 76, donc Laurent Deutsch, pour moi, il va m'en vouloir, mais c'est la Pubiop, quoi. Ah ouais, la fameuse Pubiop, ouais. Ouais, après, j'ai vu l'acteur, j'ai vu un film d'ailleurs récemment, Tu seras mon fils. Ah oui, avec Nils Armstrong. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Donc c'est l'acteur, moi, que je connais le plus. Et quand Laurent Deutsch vous demande d'être là, vous acceptez tout de suite? Bah ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que je suis agréablement surpris, je suis flatté, et puis j'ai envie de le rencontrer. En plus, il a envie de faire du bateau. C'est parfait. Moi, c'est une demande. Je suis venu pour demander. Mon livre n'est qu'un prétexte pour partir en mer avec Éric Bellion. Et justement, pourquoi Éric Bellion? Parce qu'il incarne. Alors, c'est marrant parce que là, on a l'aventure sur mer et l'aventure sur terre avec le Métro Braise. Et finalement, c'est ce qui réunit. D'abord, moi, ma passion, c'est d'écrire et de découvrir ma géographie avec les pieds. Donc, pour moi, l'histoire est le mode d'emploi pour décrypter mon présent. Vous savez, ceux qui vous disent que quand vous aimez l'histoire, c'est parce que vous préférez la France d'avant, le passé, la nostalgie. C'était mieux avant, ils se trompent complètement. On aime l'histoire parce qu'on a envie de savourer 2 fois plus et 2 fois mieux son présent. C'est parce que j'aime ma réalité que je m'intéresse à l'histoire, je plonge dans l'histoire comme un manuel pour mieux comprendre ma réalité. Donc l'histoire par la terre, mais aussi par la mer, parce que je considère les marins comme nos derniers héros, quoi. Ceux qui arrivent encore à s'affranchir de toutes les lourdeurs administratives, toutes les pesanteurs et qui tout d'un coup
partent en mer, quoi, partent vers l'inconnu, ils prennent des risques incroyables et grâce à eux, on a l'impression d'être sur des ailes de géants. Ils nous emmènent au bout du monde et voilà, on les suit dans leur grande traversée, dans leur grande transat. On n'aurait pas du tout, moi j'aurais pas du tout la force de le faire, ni les capacités, ni le courage. Donc je les admire totalement et je suis très très heureux que Eric ait accepté l'invitation parce que je compte bien partir avec lui. On commencera par les Antilles, un truc un peu chaud où on est en maillot de bain. Il est insistant, il est insistant. Allez, on va ouvrir une nouvelle page de l'histoire, revenir sur une personnalité que vous adorez, Chateaubriand. Et c'est Evan qui nous fait la visite ce matin du château de Combourg. Oh là là, lourde pression sur mes épaules de suivre les traces de Chateaubriand, mais pour ça, je vais être épaulé par Pauline qui nous accueille au château de Combourg. Merci déjà de nous ouvrir les portes du château. Alors, on va commencer par une citation, c'est pas que je suis très littéraire, mais elle est de Chateaubriand. C'est dans les bois de Combourg que je suis devenu ce que je suis. Quel est le lien entre ce château et Chateaubriand? Alors Chateaubriand a grandi ici, il est arrivé à l'âge de 8 ans, c'est son père qui a acheté le château, son père était armateur à Saint-Malo, donc là où Chateaubriand est né en 1768. Et donc il arrive ici à 8 ans et il passera son enfance, son adolescence au château de Combourg jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près. Alors restez bien avec nous parce que tout à l'heure on vous emmènera dans la chambre d'enfant de Chateaubriand et ça ne se rate pas. Mais alors avant on va revenir un tout petit peu en arrière parce que ce château, avant d'appartenir à la famille de l'écrivain, il avait déjà une histoire. Oui, tout à fait. Avant d'apparaître dans les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est un château très ancien puisque c'est un château médiéval. Qui a presque 1000 ans d'histoire maintenant. La première tour a été construite à partir du XIe siècle et la dernière tour a été construite au XVe siècle. Il y avait un pont-levis comme chez les chevaliers. Voilà, il y avait un pont-levis, on voit encore les traces au-dessus de l'escalier, là où passaient les chaînes de ce pont-levis. Il y avait des douves également, tout l'attirail défensif. Vraiment, ce château défendait aussi la Bretagne de manière générale, puisque la Bretagne était indépendante, le duché de Bretagne. Et donc, il avait vraiment un rôle défensif pendant tout le Moyen-Âge. Il faisait partie d'une ligne de châteaux qui marquait en fait la frontière de la Bretagne. Voilà, les marches de Bretagne, avec d'autres grandes forteresses comme Fougères, Vitré. Et donc voilà, Combourg avait un vrai rôle défensif. Sa fonction première au XIe siècle, c'était de défendre la ville de Dole, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, plus au nord, et sa cathédrale, bien évidemment. Évidemment. Alors, il y a le château dont on va vous parler longuement, et puis on va aller surtout le visiter. Il y a des endroits magiques à l'intérieur, un bel escalier, un tour de garde, c'est ça, comme ça qu'on dit. Mais il y a aussi, évidemment, le parc dans lequel on se trouve, un parc remarquable. Vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu? Oui, alors il s'agit d'un grand parc à l'anglaise qui fait 25 hectares, qui a été restauré au XIXe siècle en même temps que l'intérieur du château par les frères Buller. Et dans ce parc, il y a notamment quelques arbres assez spectaculaires, comme celui qui est juste ici, le faux cyprès, un arbre qui vient d'Amérique du Nord et qui a une forme assez particulière. Il a plus de 250 ans, cet arbre. Donc voilà, il marque toujours un petit peu les visiteurs. Donc c'est quand même un parc assez intéressant. Parce que le château et le parc se visitent. Alors pas en ce moment, il y a des travaux, on en reparlera, mais en tout cas ça vaut vraiment le détour. Et on voulait vous montrer un endroit intimement lié à Chateaubriand, c'est cette croix. Alors si vous voyez des petits poteaux un peu partout, c'est normal, il y a un cross qui a lieu dans quelques jours. Ça, c'est pas d'époque. Mais par contre, la croix a un vrai lien avec l'écrivain. Oui, c'est ce qu'on appelle la croix de Lucile. Donc c'est auprès de cette croix que Chateaubriand et sa sœur passaient beaucoup de temps. Et c'est notamment auprès de cette croix qu'il dit avoir eu une sorte de révélation spirituelle adolescent. Il s'est mis, comme il écrit, à bégayer des vers, donc il a commencé à avoir, on va dire, un attrait pour l'écriture. Peut-être qu'on va aussi, nous, avoir une révélation en étant là. En tout cas, on va vous retrouver dans quelques instants, tout en haut du grand escalier, pour vous présenter le vestibule et le grand escalier intérieur qui sont magnifiques. Donc restez bien devant votre télé. On compte sur vous, à tout à l'heure. Tout à l'heure, Evan. Laurent Deutsch. Il faudra absolument qu'il nous présente le chat aussi. C'est ça, exactement. Je vous ai vu écouter attentivement. Est-ce que vous avez appris des choses, vous qui... J'y suis allé à Combourg, j'ai appris des choses. Je regardais cette pierre, là, je me demandais si c'était pas un lec. Justement, vous savez, les petites pierres qui ont suivi les fameux menhirs, les mégalithes celtes. Cet arbre-là, ce cyprès, qui a connu Chateaubriand, qui était un amoureux de la végétation. On lui plantait des cèdres partout. D'ailleurs, il y en a un à côté du château qui doit sans doute dater de lui. Et ça donne envie d'y retourner. Alors, il paraît que votre période historique préférée, c'est le XVIIe siècle. Alors, pour la peinture. Pour la peinture? Oui, d'accord. Pour la peinture, ouais, j'adore. Et pour l'histoire en général, ce serait
toutes les périodes me plaisent. Ce qui Ouais. est génial, c'est qu'en fonction de ce que vous avez envie de vivre, il y a une période historique qui est toute dédiée. Donc, quand j'ai envie de parler littérature, j'adore le 19e siècle. La peinture, ça sera plutôt le 17e siècle. Quand j'ai envie de retrouver un peu mes joies d'enfant et de chevalier du Moyen-Âge, je vais aller du côté de Combourg, justement, à l'époque des marches, au 11e, 12e siècle. Toutes les périodes sont bonnes à prendre, quoi. Il y a moyen de s'amuser parce qu'en plus, grâce à la technique moderne, on fait ça depuis son fauteuil, quoi. Donc, c'est formidable. Et comment vous avez vécu ce succès de Métronome 1 qui raconte l'histoire de Paris au rythme du métro parisien et qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, je crois, puis Oui. Métronome 2. Comment on passe de comédien à écrivain? Mais j'ai jamais C'est eu une la- notoriété qui est différente finalement ou pas? Oui, et pourtant, c'est la même. Pour moi, c'était la même ambition. Hein. C'était de raconter des histoires, que ce soit par la langue ou par la plume. Finalement, mon métier d'acteur m'a permis de voyager dans le temps et vraiment de vivre de cette passion de l'histoire. J'ai commencé à faire des reconstitutions historiques, des biographies. Mais comme c'est très difficile au cinéma de monter des projets historiques, les producteurs disent souvent c'est 10% de budget en plus et c'est 10% de recettes et d'entrées en moins parce que les gens sont moins passionnés. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui, heureusement. Eh bien, l'avantage quand on écrit, c'est que ça coûte rien et le budget est illimité pour reconstituer des décors, des batailles, des époques. Donc j'ai trouvé finalement que la plume était un moyen peut-être plus facile et plus juste pour assouvir ma passion que de raconter des histoires. Et après Paris, la Bretagne, elle s'est imposée à vous? Enfin, pourquoi avoir fait ce choix? Ben, je vous dis parce que je suis un peu le voisin. Je suis un peu voisin de la Bretagne. Vous savez, vous les Bretons, c'est là où j'habitais, c'est là où vous arrêtiez pour faire pipi sur l'autoroute, quoi. J'étais entre les deux, entre Paris et la Bretagne, il y a Sablé-sur-Sarthe, quoi. Voilà, on est à la limite. Et cette Bretagne, j'y allais quand j'étais petit. Alors j'allais du côté de la Baule. C'est pas vraiment. Pourtant, c'est la Bretagne hein, historiquement. Mais aujourd'hui, ça l'est plus. Ça l'est pas vraiment. En tout cas, administrativement, ça l'est plus. Mais j'y allais. J'ai aussi un très bon ami qui était du côté de Morlaix, Plouganou. Et elle m'a toujours plu, cette région, de par sa variété, jusque dans l'architecture des maisons, la conception des villages, la richesse aussi à l'intérieur des terres, et puis la mer, les ports, quoi. On a envie d'ailleurs, on a envie de voyager, ça vous donne des ailes, la Bretagne. Oh, c'est beau comme message. Est-ce que vous diriez autant? Je ne sais pas. Pourquoi vous êtes parti des villes et des villages, des noms des villes et des Parce que villages? c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire. Comme je l'ai dit, je l'ai découvert à partir de mon quotidien. Je suis arrivé à Paris, donc après avoir été à Nantes, avoir échoué à Nantes, parce que j'étais des Pays de la Loire. C'est pas du tout lié à ce physique magnifique, parce que là, on se doute que je pourrais encore avoir ma place dans l'équipe de France. Et bien, je suis arrivé à Bobigny. Et c'était beaucoup moins riant que Nantes. Et je ne savais pas quoi faire, j'avais pas d'amis. Donc en fait, je prenais le métro et je me faisais toute la ligne pour savoir ce qu'il y avait derrière ces noms de stations de métro. Et pour ceux qui connaissent un peu Paris, la ligne 5 qui part de Bobigny va jusqu'à Place d'Italie. Je me suis dit, sympa, Place d'Italie. C'est le quartier latin, il va y avoir des pizzas, des panini, il va y avoir des italiennes, ça va être latin, ça va être cool, quoi. Ça va être exotique, quoi. Ça va être solaire, quoi. Ça va être lumineux. Et donc, je suis sorti Place d'Italie. Et pour ceux qui connaissent la Place d'Italie, il n'y a pas plus lugubre, quoi. C'est glacial, quoi. Il n'y a rien, c'est des grandes tours inspirées de Le Corbusier, c'est hyper froid. Bon, il y a la statue de Leclerc au milieu, mais c'est assez glacial. Donc j'ai chopé une dame, j'ai dit, mais attendez, je comprends pas, là, il est où le quartier latin? La Place d'Italie, c'est pas le quartier latin? Et elle m'a dit, pas du tout, le quartier latin, c'est vers Saint-Germain, Saint-Michel, quoi, c'est près de la Seine. Ici, vous êtes Place d'Italie, c'est pas le quartier latin. Je dis, bah alors pourquoi ça s'appelle Place d'Italie si c'est pas le quartier latin, c'est pas le quartier italien? Elle m'a dit, bah non, mais c'est qu'en fait, ici, Place d'Italie, c'est le point de départ de la Nationale 7. D'accord. La route de l'Italie, la route de Rome, la route de Fontainebleau. Et là, je me suis dit, mais c'est magique. Les stations de métro, il y a des énigmes, il y a des rébus, il y a des enquêtes à relever. Et ben, j'ai fait pareil pour mon métro Braise. Et si on prend par exemple l'exemple de Vannes, ça va plaire à Éric Bellion. Vous nous parlez des Vénètes. À l'époque romaine, ça se passe dans le golfe du Morbihan. Qui sont ces Vénètes? Ben, c'est la tribu gauloise la plus puissante d'Armorique. C'est les plus costauds, c'est les plus balèzes, c'est ceux qui font vaincre. Ils ont une suprématie maritime. Ils sont déjà d'excellents marins. Et les Romains ont peur d'eux. Ils essaient de les attaquer par la mer. Ils se prennent une dégelée. Finalement, ils reviennent. Et alors, malheureusement, la destinée, la providence fera que le vent va chuter. Et donc, ils n'ont pas pu manœuvrer. Ils se sont fait battre par les Romains. Mais c'était la tribu à vaincre et qui a été vaincue par les Romains de Jules César. Et c'est à partir de là que les Romains donc, ont planté leur civilisation dans la Gaule armoricaine. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler des Vénètes? Oui. Arnaud Lempière, quand même? Oui, quand même. Ouais. Effectivement, nous, on met en place toute l'année le Trau-Braise. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est cette grande itinérance pédestre que les Bretons font depuis 2000 ans, en fait. Et on traverse un millefeuille. Ah oui, il y a une escale, forcément. C'est plus qu'une escale. On va voir Paterne à Vannes, quand on va à Vannes. C'est Sainte-Paterne mais on traverse en marchant le millefeuille historique de toute l'espèce de ce que les Bretons ont bien voulu déposer ici, quoi. Éric Bellion, vous, l'histoire de la Bretagne, c'est quelque chose... Vous êtes incollable? Non.
pose Non, question, je il faut sais. absolument que je lise le livre de Laurent. Ouais. Non, je m'aperçois d'ailleurs Il faut marcher aussi. qu'il faut que j'aille marcher, que je lise beaucoup plus, parce que c'est vrai que je connais très peu de choses sur mon pays, et Ouais. c'est pas bien. Alors que j'adore l'histoire, et je me suis toujours intéressé à l'histoire ailleurs, mais pas chez moi. Donc il faut que je change ça. Justement, vous voulez aussi intéresser ceux qui ne sont pas friands d'histoire en racontant à travers des petites anecdotes. C'est ça aussi qui fait que Ben oui, parce que vous avez envie de... Moi, je ne suis pas un empire dans un empire. Donc, moi, cette méthode qui me plaît, je me dis qu'elle doit pouvoir se transmettre à d'autres. Et c'est vrai que quand l'histoire part à votre niveau, c'est-à-dire dans votre rue, dans votre ville, là où vous habitez, dans vos trajets les plus anecdotiques, les plus anodins, les plus quotidiens, si vous arrivez à enrichir ça de belles histoires, d'émerveillements et de réalité, parce qu'il n'y a rien de mieux que des choses basées sur des faits réels, hein, c'est comme dans les films, hein, basées sur des faits réels, là c'est cool, là ça y est, là ça cause, tu vois. C'est pas un truc totalement inventé, c'est pas une bulle de savon, non, c'est des choses qui se sont vraiment passées, qui ont été façonnées, modelées par nos ancêtres, par nos aïeux, qui nous ont laissé un jardin merveilleux qui s'appelle la France, quoi. Donc l'histoire, eh bien, c'est reprendre ce mode d'emploi-là et de partir à la rencontre de nos aïeux. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'aiment pas lire, on peut suivre également vos aventures sur YouTube, dans votre émission À toute berzingue. Vous êtes rendu à Vitré. On va regarder un extrait. Ouais. Vitré, durant l'Antiquité, c'est une double richesse. D'abord, ici, c'est une route. On est sur une route très ancienne, une route gallo-romaine qui conduit de Laval à Rennes. En gros, c'est la route de la Bretagne en partant de Paris, quoi, vers la Bretagne centrale, hyper important pour les échanges. Donc ça va aider Vitré qui est sur cette route. Mais l'autre richesse de Vitré, c'est la présence en contrebas de la ville d'une rivière, la Vilaine. La Vilaine qui prend sa source à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et que dis-je? Une rivière, c'est un fleuve, la Vilaine, le plus long fleuve de Bretagne, 220 km de long, et ça se jette plus au sud dans le Morbihan. La Vilaine, c'est l'ombilic sacré de la Bretagne. C'est un fleuve qui est hyper important pour les échanges. C'est grâce à cette rivière, à ce fleuve, que les marchandises vont pouvoir circuler. Ça va pouvoir permettre à Vitré de se développer. Dès l'Antiquité, ici, il y a certainement une villa gallo-romaine. Mais pour que Vitré devienne une ville, il va falloir attendre le Moyen-Âge. Ça soufflait, hein. Ça soufflait pas mal. Hein. Ça soufflait, là, c'était bon, là, il était constant le vent, là. J'ai pensé à toi, je me suis dit, ah, c'est le bon moment pour partir. Et justement, vous en êtes à combien de villes de France J'en ai fait sous l'œil, Laurent 60. Dutch 60. 60 60 et que 2 en Bretagne. Mais là, je compte bien profiter de ma présence ici pour faire Rennes aussi. Et ouais, je me suis lancé un défi qui est en 10 ans de faire un Tour de France. Un peu comme Jean Lassalle, là, le député qui fait son Tour de France. Ben voilà, je fais mon Trobrez, mais élargi à la France. Et j'espère faire 200 villes pour faire toute la France et la raconter le plus légèrement possible à partir de ce qu'on voit, quoi, à partir de la réalité encore accessible à tous. Parce que la promesse de ces atouts de berzingue, c'est qu'il n'y a pas d'endroit caché réservé à des happy few, des gens qui auraient la chance d'avoir des clés de la vie. Non, c'est l'espace public. Et c'est important parce que l'espace public est tellement en péril, le meilleur moyen de le conserver, c'est de le transmettre et qu'on soit tous les gardiens de notre patrimoine. Et pourquoi pas Combourg dans cette liste. On retourne retrouver Evan qui revient pour nous sur le passé de Chateaubriand. Et oui, avant de rentrer dans le château, et peut-être de vous présenter le chat, hein, j'ai bien compris, Laurent, que vous étiez très intéressé par cette rencontre avec la vraie maîtresse des lieux. Elle est partie, elle est timide. On va revenir sur les mémoires d'outre-tombe, puisque Chateaubriand, dans son ouvrage, que j'ai lu au collège, du coup je m'en souviens plus trop, il décrit quand même le château, et notamment la pièce dans laquelle on va aller. Oui, tout à fait. Lui, il parle d'un château un petit peu plus austère, un petit peu plus brut que ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque le château a été entièrement restauré au XIXe siècle par son petit-neveu en 1875. Donc lui, il décrit une ambiance un petit peu plus lugubre, hein, et notamment les soirées qu'il passait avec ses parents, sa sœur Lucille, une ambiance familiale un peu morose. Alors là, on est dans le vestibule, la première pièce dans laquelle on rentre, dans laquelle on retrouve son buste. Tout à fait, le buste de Chateaubriand par David d'Angers, et au-dessus, les armoiries de la famille, donc les fleurs de lys sur fond de gueule, hein, sur fond rouge, comme on dit, et la devise familiale en dessous, un peu difficile à déchiffrer peut-être. Oui, il va falloir nous aider. Mon sang teint la bannière de France. Le sang des Chateaubriand, voilà, qui jaillit sur la bannière de France. Ça fait référence à un épisode en Égypte, pendant les croisades, où un ancêtre de la famille Chateaubriand a sauvé la vie de Saint-Louis. Il se serait interposé entre une flèche et le roi en plein milieu de la bataille, d'où cette devise Sacrifice. et les fleurs de lys. Et alors, pour revenir sur l'histoire du château, donc il a appartenu au père de Chateaubriand, qui meurt.
et donc c'est le frère qui prend le relais. Tout à fait, le frère de Chateaubriand, Jean-Baptiste de Chateaubriand, hérite du château à la mort de son père en 1786. Et Jean-Baptiste de Chateaubriand ne sera pas propriétaire très longtemps puisqu'il sera guillotiné en 1794. Donc suite à ça, le château va être pillé pendant la Révolution et 80 ans d'abandon suite à cette période qui vont le laisser dans un état brut. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de mobilier. Il faut imaginer les murs à nu, pas de décor, donc c'était très différent. Et donc après, reconstruction, et justement on va en parler parce que l'escalier, le grand escalier, que dis-je, qui est dans la salle d'à côté, il a été reconstruit après ces 80 années de vide. Oui, la plus grande partie du château, enfin la majorité du château a été donc restaurée au XIXe siècle dans un esprit néo-gothique qui était très à la mode à l'époque, notamment sous l'influence de Viollet-le-Duc. Donc il faut imaginer que Chateaubriand n'a pas connu cet escalier, n'a pas connu ce décor mural. À son époque, c'était plus sobre, plus froid aussi. À la mort de Chateaubriand, il y a d'autres écrivains qui viennent ici. Tout à fait, notamment Gustave Flaubert, qui est venu faire un pèlerinage, on va dire, sur les traces de Chateaubriand, qui était déjà, pour le coup, un écrivain très célèbre, donc après sa mort. Et il écrira ce livre, Par les champs et par les grèves, avec Maxime Ducamp, où il décrit justement ce château de Combourg dans un état, il fallait moi j'ai envie de vivre un peu la vie de château, je marche sur la belle moquette et sur ces belles marches. Juste brièvement, pour terminer, ici il y a aussi la chambre où Chateaubriand a passé ses dernières heures, pas exactement la vraie. C'est pas exactement ça, puisque en fait Chateaubriand est mort à Paris au mois de juillet 1848, à l'âge de 80 ans. Et au château de Combourg, vous pouvez voir en fait sa chambre reconstituée avec les meubles qu'il avait à Paris, rue du Bac, et notamment son lit, donc le lit dans lequel il est mort. On ne pourra pas vous y emmener parce qu'il a bien fallu faire un choix, il y a tellement de pièces, mais justement restez bien avec nous parce qu'on va monter ces escaliers et vous retrouver sur le tour de garde et la chambre d'enfance de Chateaubriand tout à l'heure. Et peut-être avec le chat, qui sait. Allez, à tout à l'heure, Evan. Laurent Deutsch, je vous propose maintenant un Trobraise matinal. Quand je vous dis Trobraise déjà, à quoi vous pensez ? Avec Arnaud, on pense automatiquement au Tour de Bretagne. Bonne réponse. Alors, Arnaud L'Empire, à quand remonte le Trobraise ? Alors le Trobraise, ça date pas d'aujourd'hui, mais avant le Trobraise, il y avait le Tour de Bretagne, parce que les druides qui allumaient des feux sur les montagnes sacrées il y a plus de 1000 ans, les collines sacrées de Bretagne, elles sont positionnées déjà sur le Tour de la Bretagne, le Mont Saint-Michel, le Mont Dol, le Mont Saint-Michel de Brasparts, etc. Donc ça, c'est une histoire ancienne. Il y avait déjà une circularité en Bretagne, c'est dans les gènes des Bretons, quoi. Et puis il faut attendre le 5e, 6e siècle pour qu'il y ait des marins, en fait, qui traversent la Manche, et c'est les saints fondateurs de la Bretagne. Ils arrivent là par milliers, en fait, et ils fondent toutes les communes, certainement, dont tu parles dans ton livre. Et ces saints fondateurs-là, ils vont vivre là, ils vont mourir, on va venir en pèlerinage sur leur tombeau, mais on ne fait pas encore le Trobraise. Il faut attendre le 9e siècle, les Nominoé, où Nominoé se dit, c'est un bon plan, cette histoire de tombeau des saints fondateurs, parce que ça va m'économiser quelques soldats, ça va redonner de l'identité à mon royaume, je vais faire marcher toute ma population pour décrire les frontières de la Bretagne. Et Erispoé, et son fils, étendra le royaume de Bretagne jusqu'à Rennes et Nantes. Donc Anne de Bretagne, sachant ça, en 1505, démarra son Trobraise et elle partira de Nantes pour faire également son Trobraise. Donc c'est une vieille histoire à la fois spirituelle, culturelle, politique, économique. Et aujourd'hui, on la reprend à notre compte. Justement, comment vous la remettez au goût du jour en 2021 ? Alors, on se dit que les Bretons, ils ont ça dans le sang depuis tout le temps. Pour dire son pays, on tourne autour. Pour dire le globe, on tourne autour. On est exactement dans ces mêmes philosophies-là. Donc, avec la région Bretagne, avec les départements, avec les communautés de communes, avec les offices de tourisme, on se relève tous les manches pour se dire l'itinéraire du Trobraise n'a jamais été tracé. Chacun le faisait un petit peu comme il voulait. Traçons-le. Avec les moyens d'aujourd'hui, où est-ce qu'aujourd'hui on a envie que le Trobraise passe et que les Bretons ils disent quelque chose de ce qui leur appartient en propre, quoi. Donc on retrace les itinéraires à multiples partenaires, on met des hébergeurs en référence des lieux de restauration, du transport de bagages, de l'organisation de séjours, etc. Et on a commencé cette aventure-là en 2018 et en 2024, on aura 2000 km de chemin praticable pour faire tout le tour de la Bretagne, comme il y a 2000 ans, et on reste en ça fidèle et on vit avec les Bretons d'aujourd'hui. Vous êtes le candidat parfait pour un Trobraise, Laurent Deutsch. Je vais évidemment emboîter mes pas dans les tiens. Mais oui, c'est comme ça que l'histoire est vivante, qu'elle est proche de nous. Aussi, elle n'est pas enfermée dans des musées, dans des livres, elle est là, quoi. Elle est là. Et quand je m'amuse à dire que moi j'écris avec mes pieds,
Souvent, on s'en moque de cette expression, mais pour moi, elle est fondatrice, elle est constitutive de ce que je suis. Moi, voilà, on a la même approche de l'histoire et elle devient incroyablement proche de nous. On l'a fait nôtre et encore une fois, c'est le meilleur moyen de la conserver. Et vous dites, Arnaud Lampire, qu'entre le métro Braise et le Trot-Braise, il n'y a qu'un pas, presque. Il n'y a qu'un pas, parce qu'on est exactement sur cet aspect un peu chirurgical de l'histoire, où on met ses chaussures, on marche et on se laisse porter par les rencontres qu'on fait, par les monuments qu'on découvre, et après on décrit sa propre Bretagne, et même si on n'est pas breton, on se la fabrique, sa Bretagne. Je tiens à dire que je l'ai été, à une époque au Xe siècle, quand ça allait jusqu'en Normandie. Je suis natif d'Alençon, à l'époque du grand Alain, voilà, dans le duc de Bretagne du Xe siècle. J'ai été breton. Ça a duré quelques années, quand Alençon était breton. Voilà, tu aurais dû nous laisser le Mont-Saint-Michel du bon côté. On a hésité, bon après, C'est une soirée trop arrosée, c'est dommage, c'était un verre de trop. Un verre près, on l'avait. Et une petite escapade pédestre avec Laurent Deutsch comme compagnon, c'est quelque chose qui peut s'imaginer, Éric Bellion. Moi, je marche pas mal dans le Finistère, là où je vis, et il faut que j'aille marcher plus. Les marins, on a une malédiction, c'est qu'on passe beaucoup de temps en mer, quand même. Ouais. Et on passe pas assez de temps à terre. Donc il faut que je passe plus de temps à terre. Allez, on va quitter les terres justement pour aller en mer. Les navigateurs, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous aujourd'hui ? C'est les aventuriers du XXe siècle. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. C'est pour moi les derniers audacieux qui ont encore l'outrage de cette volonté d'être vraiment libre, quoi. Et qui dit être vraiment libre dit prendre des risques. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour la juger, mais on est dans une société de la précaution, peut-être extrême, où bientôt, pour plus qu'il y ait d'accidents de voiture, on va arrêter les voitures. Donc oui, voilà, il n'y aura plus d'accidents, là on aura gagné. Où on va donc... sous prétexte qu'il faut à tout prix ne plus mourir aujourd'hui, eh bien, je pense que c'est la vie qui en prend un peu un coup. Après, voilà, je ne juge pas ce qui se passe, je ne suis pas aux manettes, je ne suis pas au gouvernement, et heureusement que ce n'est pas mon problème. Mais quand on voit des marins, eh ben, ça nous donne quand même du vent, et ça nous donne l'envie de se dire que voilà, le risque, ça fait aussi partie de la vie, et c'est ce qui nous les rend aussi incroyables, aussi fascinants. C'est des modèles, quoi. C'est presque iconique. Ils prennent la mer, quoi. Ils partent tout seuls face à eux-mêmes pendant 3 mois. Tu te rends compte du courage qu'il faut, de l'audace qu'il Je faut. suis d'accord avec vous. Justement, Éric Bellion, est-ce que vous vous rendez compte de la fascination que vous pouvez renvoyer au commun des mortels? Parce qu'on se dit, partir 3 mois en mer tout seul, impossible à imaginer. Cette fascination, moi j'ai commencé par la voir, parce que j'étais fasciné par les marins. Et une passion, on l'acquiert parce qu'il y a des gens qui ont écrit, il y a des gens qui ont raconté ça, et c'est comme ça, moi j'ai mordu à ça. Je n'étais pas prédestiné à faire ça. Après, il faut sauter le pas quand même. Oui, mais après, les rêves sont forts, et moi je ne voyais pas comment ne pas vivre ça. Donc après, c'est des rencontres, la vie, elle fait des cadeaux aussi, il faut les saisir. Et c'est... moi, je ne me vois pas avoir une autre vie que ça. Et maintenant qu'il est là devant Et en même vous... temps, voilà, cette équation, elle est difficile, parce qu'il y a d'un côté ceux qui, comme Éric, repoussent les limites et nous font avancer. Et il y a ceux qui, aujourd'hui, par principe de précaution, et parce qu'il faut le faire aussi, il faut un cadre, nous imposent des limites. Donc voilà, c'est une équation entre laissons-nous rêver encore, et en même temps, soyons aussi responsables de ce qui nous arrive, surtout en ces temps difficiles, avec la pandémie, avec la maladie, etc., où on doit avoir un cadre qui est imposé, il faut suivre des règles, mais heureusement que de temps en temps, il y en a qui sont là, non pas pour les transgresser, mais pour les repousser plus loin. Et si vous aviez une question à poser à Éric Bellion, là maintenant, ce serait quoi ? Ça fait quoi la première nuit quand tu pars sur 3 mois, 6 mois, la première nuit en mer, elle fait pas un peu peur? C'est pas un dimanche soir pour nous, là, tu sais, quand il y a l'école le lendemain? Bah si, ça fait peur. Plus ton estomac doit s'amariner, donc t'as un peu mal, tu te dis, t'as une sorte de vertige en imaginant la durée que ça représente quand tu pars pour le Vendée Globe. Moi, je sais que je pars pour 100 jours. 100 jours, c'est difficile de se dire que 100 jours tout seul sans voir quelqu'un. Donc cette première nuit... on est en train, enfin moi souvent ça m'arrive de rire en disant mais qu'est-ce que je fous là, mais qu'est-ce que t'as fait et voilà, et puis après on sait très bien que c'est une nuit, plus une nuit, plus une nuit, et puis après le bout du compte ça fait le voyage. Mais c'est vrai que c'est le saut dans l'inconnu, c'est les 2 pas dans le noir qu'on doit faire quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. Est-ce que Laurent Deutsch, il a le pied marin? Ah oui. Moi je suis pas mal en mer. Ah bah si on part, alors là franchement pas besoin de prendre de petits sacs ou de choses comme ça. Non, je n'encombrerai pas. Non, j'ai le pied marin, je crois. Alors apparemment il paraît que vous faites du paddle. Oui. Enfin non, mais parce que je suis allé en Suède là il y a 2 semaines, et donc on a traversé un fjord en paddle, ouais. Donc mais j'ai été scout marin avec Kersozon.
j'ai appris que Kersozon, pour moi, il est breton, Kersozon. Tu vois, le nom, tu vois, c'est quand même Soisy Kersozon, hein, c'est une marque de crêpes très connue. Mais je pensais j'ai appris qu'il était de Bonne Table, vers chez moi dans la Sarthe. D'accord. Et qu'il avait été scout marin, peut-être sur la Sarthe, là où moi j'ai appris à faire du bateau aussi. Donc là, tout d'un coup, là, je me suis dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et c'en est un. On part jeter un dernier coup d'œil direction le château de Combourg, berceau de l'écrivain Chateaubriand. Et oui, et dans les Mémoires d'Outre-Tombe, eh bien, il y a une légende qui est un peu basée sur un élément de cette pièce, mais on ne vous dit pas tout de suite ce que c'est. C'est un peu macabre. Je te laisse nous en parler, Pauline. Oui, en fait, le château de Combourg a une légende assez particulière. Il serait hanté par un chat noir et par une jambe de bois. Une jambe de bois qui se promène toute seule, hein, sans le monsieur qui va avec. Elle appartiendrait à un ancien seigneur du château qui a perdu sa jambe lors d'une bataille sous Louis XIV, la bataille de Malpaquet. Et donc on entendrait la jambe de bois de ce monsieur taper dans les marches de la tour certaines nuits d'hiver. Et quel rapport avec le chat, du coup? Alors, cette jambe de bois serait accompagnée d'un chat noir qui se promènerait avec elle. Donc c'est pas le chat qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'il Non, était voilà. gris. Voilà. Mais Mais par il y a une aura à Combourg qui attire beaucoup de chats, étrangement, aujourd'hui. En fait, ce chat noir qui entrait les lieux, c'est un chat que Chateaubriand, il en parle de cette légende dans les Mémoires d'Outre-Tombe, et il s'avère que pendant la restauration du château, après la mort de Chateaubriand, des ouvriers ont retrouvé par hasard, dans la tour, emmuré, un squelette de chat. Oui, alors j'espère que vous n'êtes pas en train de prendre votre petit déjeuner parce que c'est pas très ragoûtant. Mais donc c'est le chat authentique. Hein, alors c'est le chat qui a été emmuré vivant au moment de la construction de la tour au XIVe siècle. C'était une pratique médiévale. Hein. On emmure vivant un chat noir lorsqu'on construit un édifice pour protéger la tour du mauvais œil. Le chat noir a cette connotation négative, hein, c'est le compagnon du diable, et donc on emmurait vivant des chats noirs. Alors avant de quitter cette pièce, parlons brièvement du lit, qui représente la chambre d'enfant de Chateaubriand. Oui, là on est dans la chambre où il dormait lorsqu'il était enfant. Hein. Il décrit les nuits de terreur qu'il passait ici. Il entendait le vent souffler dans les escaliers, il voyait les chouettes qui virevoltaient au dehors. Ça donne envie. Toute une ambiance. Et donc voilà, les visiteurs voient l'endroit où il dormait, alors en sachant que malheureusement le mobilier n'a pas été conservé puisque le château a été pillé pendant la Révolution. Alors on va sortir de cette pièce, ça va bouger un petit peu, mais c'est normal pour vous emmener profiter de la vue sur Combourg et son lac. Et puis ça va aussi être l'occasion de parler de l'histoire plus contemporaine du château, puisque aujourd'hui il est habité par ses propriétaires. Oui, c'est un château qui est toujours habité, entièrement privé. Et les personnes donc, qui sont propriétaires du château sont les descendants directs du frère aîné de Chateaubriand, Jean-Baptiste de Chateaubriand. Dans la logique des choses, hein, c'est lui qui a hérité du château et ses enfants après lui. Chateaubriand l'écrivain, lui, n'a jamais été propriétaire de Combourg. Et alors la famille peut profiter de cette magnifique vue qu'on va vous montrer sur le lac, qui d'ailleurs a une histoire. Une autre légende, mais on n'aura pas le temps d'en parler, c'est lié à Lancelot. Il y a beaucoup de légendes, voilà. Le lac aurait inspiré en effet les légendes arthuriennes. Mais ça, c'est une autre histoire, il faudra revenir juste brièvement. Ici, vous accueillez du public, c'est d'ailleurs ta fonction principale. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre quand on va venir visiter le château de Combourg? Alors, ce sont des visites guidées. Vous visitez donc les plus belles pièces du château. Hein. On fait un tour complet des remparts aussi. Et puis, vous pouvez également venir pour nos événements. On a quelques événements annuels comme les Floréales, qui sont une fête des fleurs dans le parc. Il y a également la fête du cheval. Voilà, le parc est vraiment un lieu important, un lieu qui vit. Et puis, quelques petits événements ponctuels. Vous allez tapoter tout ça regarder. sur Internet, il y a toutes les infos. Merci beaucoup pour la visite, Pauline. En tout cas, moi, je me suis bien habitué à la vie de château. Donc, c'est décidé, je reste. Allez, Anne Fantet, je ne reviens pas ce soir. Allez, bonne nuit alors, à demain. Laurent Deutsch, il paraît que vous adorez aussi déménager. Ah bon? Oui. J'ai lu ça dans une J'ai interview. beaucoup déménagé, mais non, maintenant que je suis marié et que j'ai 3 enfants, je suis beaucoup plus casanier et sédentaire. Hein. Ouais. Non, je bouge moins. Oui, à un moment, je bougeais beaucoup parce que c'était formidable quand on est sur un nouvel itinéraire, un nouveau parcours. Et ben, il y a plein de choses qui nous frappent, des surprises, des nouveaux coins de rue, des nouveaux magasins, des nouvelles lumières, des nouvelles atmosphères. Donc, c'est vrai que de déménager, c'est ne pas trop s'enraciner et peut-être vieillir moins vite. Peut-on imaginer un avenir lointain en Bretagne, peut-être ?
Oui, pourquoi pas, mais qu'est-ce qui nous arrive? D'accord, mais je ne demande qu'à être séduit. Mais d'abord, je pars en mer. Hein, Oui, on va y revenir sur la mer avant de terminer j'ai cette peut-être un cœur émission. à prendre, mais d'abord, on part en mer. Et quels D'abord, sont on fait les le coins que bateau. vous connaissez le mieux dans notre région? Le Morbihan. Le Morbihan? Ouais, le Morbihan, parce que j'ai des amis qui habitent un château du côté de Vannes, d'ailleurs du côté de Trédion. Une grande famille bretonne, les Turpins, il y en a partout. Ils sont 250, ils ont tout Vannes, les mecs, ils sont partout. Tu tournes une rue, tu tombes sur un Turpin, et tu tournes, il y en a un autre partout. Et donc j'y suis assez souvent, et l'archipel, le Morbihan, avec certainement pour moi le plus beau monument mégalithique qui est encore visible, qui est dans le Morbihan, qui est l'île de Gavrinis. C'est la chapelle Sixtine du mégalithisme, quoi. C'est extraordinaire. Il y a aussi encore les menhirs juste en face. Là, il y a un cromlech à moitié immergé, donc c'est féerique. C'est un endroit qui est assez dément. Ouais. Le Morbihan, c'est ce que je connais le mieux. Et si vous deviez conseiller un endroit, peut-être méconnu encore du grand public, auquel pourrait se rendre Laurent Deutsch? Alors, il y a Arnaud beaucoup Lemperre. d'endroits où Laurent pourrait se rendre. Hein, mais effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais entre Quimper et le Ménésôme, il y a toute la légende de la ville 10. Il y a toute la traversée des monts d'Arrée avec le Ludique. Alors, elle est où cette ville 10? Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'animent les chercheurs bretons. Là. Alors, elle serait où? Il faudra que tu la cherches au fond de la baie de Douarnenez. Et il paraît même que le château de Dahut était du côté de Ouelgoat et qu'elle jetait ses amants chaque matin. Donc, tu peux peut-être aller te recueillir effectivement au pied du château de la reine Dahut. Mais ça, c'est le Finistère. Après, nous, sur le Trobrez, on parcourt tous les départements. Hein, et après, si tu dépasses Saint-Paul-de-Léon, etc., c'est le cairn de Barnenez, hein, qui est aussi beau que celui de Avrinis, hein, certainement. Hein. Et puis il y a la pointe de Primel, il y a l'histoire d'Anne de Bretagne, qui est venue à Morlaix, qui a perdu la vue, qui s'est fait guérir par le doigt de Saint-Jean-Baptiste, qui était à Saint-Jean-du-Doigt, à côté de Plouganou, mais tu connais peut-être ce secteur-là. Hein. On est plutôt les cafés, au Diben, le Trésor, à Térénèse et tous ces coins-là. Il va falloir discuter à la fin de l'émission pour se donner il y a un les endroit, bonnes adresses. Il y a un musée qui est en train de se préparer, on peut en parler, je crois qu'il va être créé l'année prochaine, je crois qu'il y a un musée d'histoire de la Bretagne à Landévennec, qui est un des hauts lieux. Alors c'était pas un saint fondateur de la Bretagne, Gwenolé, mais... Non, mais on le retrouve dans la légende de la ville 10, Ouais. et il a toute sa place parce que c'est le premier lieu du monachisme breton, hein, Landévennec. Hein. Et c'est un lieu incontournable, faut y aller, c'est à côté de Brest, voilà, c'est tout au bout. Ils nous tannent depuis le début de l'émission. Si vous deviez emmener Laurent Deutsch en navigation, ce serait quoi le parcours? Finistère Sud, Côte Nord, On Atlantique, soyons fous. partirait de chez moi, hein, du Finistère Sud, et puis on irait peut-être naviguer vers les nations celtes. On monterait un peu dans le nord, vers l'Irlande, vers l'Écosse. Ça va cailler. Ouais, ce serait bien. Ou alors on peut partir sur le Pacifique et les Marquises. Ouais, ça, c'est Vous pas savez mal faire aussi. des nœuds quand même, la navigation, ça vous parle? Ah Parce non, pas que du tout. pour- Alors, non, je suis nul. Non, mais je navigue, mais alors les nœuds, non, je sais pas faire. Non, je sais pas faire. Comment on fait quand on part avec quelqu'un qui n'y connaît rien? Eh ben, on lui donne la barre. Directement? On lui donne le volant et puis on fait tout le reste. Vous Oui, êtes- c'est ça, c'est vous- finalement le vous plus êtes facile. prêts Quoi. Ah, moi, je suis prêt. Non, mais moi, je suis prêt. Moi, j'ai mon pull, j'ai le ciré, j'ai tout, j'ai les bottes, je suis prêt. Je suis prêt. Et le sac à dos, alors? Et le sac à dos aussi, et les chaussures de rando. Comme ça, vous Et pourrez... j'ai le dockside, là pour être sur le pont. Et peut-être que certains se posent la question, ceux qui nous regardent, est-ce qu'on va vous revoir prochainement sur les planches au cinéma? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je suis tellement heureux de faire mon tour de France, donc avec ma chaîne YouTube à toute berzingue. Je rencontre tellement de gens, je découvre tellement de territoires. Cette aventure de Métro Brest qui m'a pris 2 ans et je suis allé sur les lieux dont je parle dans le livre m'a donné envie d'en faire encore plus. Quoi. Ça m'a rendu gourmand, ça m'a donné de l'appétit. Et finalement, d'être sur les planches, vous aviez dit que j'aimais déménager, c'est pas faux. Être sur les planches au même endroit tous les soirs, c'est quelque chose que j'ai pas envie de refaire. Là. J'aimerais au contraire continuer à découvrir mon pays et je suis pas à bout de mes surprises, donc j'ai envie de continuer plutôt ça. Et après ce livre sur la Bretagne, notre région vous est moins mystérieuse aujourd'hui? Elle l'est tout autant. Et surtout, je me rends compte à quel point c'est une chance pour la France d'avoir récupéré la Bretagne, parce que je pense que c'est un pays qui aurait pu rester souverain, au même titre que le Portugal. Ça avait tout pour être un pays, et ça s'est marié avec la France. Donc moi, en tant que Français, je ne le regrette pas, et faisons tout et faisons en sorte pour que les Bretons restent avec nous, parce qu'ils ont les moyens de partir, ils ne sont pas non plus à bout de force. Ça y est, on peut l'adopter, je crois, hein, après tout ce qu'il a dit Il y a depuis déjà 40 la minutes. marinière. Voilà, en plus vous êtes marinière, donc c'est bon, c'est clair. Merci beaucoup Laurent Deutsch d'avoir été parmi nous. Merci de Métro m'avoir Brest reçu. est à découvrir aux éditions Michel Lafon. Merci Éric Bellion et Armand Merci. Lemperre de nous avoir accompagnés ce matin. C'est place à la photo de famille. C'est la tradition de l'émission. En fin de l'émission, on prend une petite photo de nos invités. Merci à vous qui nous suivez tous les matins sur France 3. À demain. C'est parti. Anybody do the things you do before? They say